Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes dimanche matin, le dimanche 15 décembre, et il est exactement 8h09, comme le disait jadis l'horloge parlante, quand on l'interrogeait par téléphone. Ceci, ça me permet de situer de quelle génération l'on est. Eh bien, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Sans doute êtes-vous en préparatif des fêtes de Noël. Excusez-moi pour les petits raclements de gorge. Donc, disais-je, sans doute êtes-vous en préparatif de Noël. Vous avez fait votre beau sapin avec les petites guirlandes, les petites lumières qui clignotent, et puis vous faites vos achats. Écoutez, il faut profiter de ce moment en famille. Pour ceux qui ont encore des familles, écoutez, profitez-en pleinement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors donc, ça y est, on l'a, notre nouveau Premier ministre. Ça y est, il est arrivé, il est là. Et on est fou de joie, on trépigne, ça y est, ça va aller beaucoup mieux, c'est génial. Alors, notre nouveau Premier ministre est Monsieur François Bayrou, qui est né le 25 mai 1951 à 16h pile en France, à Bordeaux-Retz, ou enfin, je ne sais pas si on dit Bordeaux-Retz ou Bordère, enfin bon, voilà. Il est né dans le département 64. Alors donc, la source, c'est Didier Gélin, je le rappelle toujours, Didier Gélin qui est un confrère, un ami astrologue qui chasse les données de naissance depuis des années et c'est grâce à ces chercheurs de données de naissance que nous pouvons pratiquer l'astrologie. Il y a également Marc Brun, que je salue, qui fait exactement le même travail. Donc je les salue tous les deux, parce que c'est grâce à eux qu'on a une base pour travailler l'astrologie, puisqu'ils ne travaillent que sur des documents officiels, qui sont les extraits d'actes de naissance. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, M. Bayrou est né sous le signe des Gémeaux, avec un ascendant Balance, comme vous le voyez. Gémeaux, Balance, on est dans l'air du printemps et l'air de l'automne par l'ascendant. Alors, que dire du thème de M. Bayrou, qui est en politique depuis des lustres et des lustres et des lustres. Alors, que dire? Bon. Alors, on a une conjonction Soleil-Mars en maison 8, ici. Là, conjonction, ce qui Mars en Gémeaux donne une nature très nerveuse, très tendue. Mars est au service de Mercure, donc ça donne un mental aigu qui peut être en proie à une certaine forme de nervosité, quoi qu'il en soit. Alors on sait que M. Bayrou est un agrégé de lettres, on a là la signature mercurienne des Gémeaux. Donc Soleil et Mars sont deux planètes de feu. Le Soleil qui symbolise l'ego est conjoint à Mars, donc ça donne quand même un côté ardent, ça peut donner un côté impulsif, un côté colérique, puisque le signe des Gémeaux symbolise également le système nerveux. C'est Mercure, le mental, donc ça peut donner quand même quelqu'un d'assez, comment dirais-je, frondeur quand même. Alors ça se passe en maison 8. Alors évidemment, la maison 8 est une maison qui tend un peu à entre guillemets, affaiblir les planètes qui sont à l'intérieur. La maison 8 est plutôt une maison de vie intérieure. Alors vous me rétorquerez que tout le thème parle de la vie intérieure, bien sûr, mais il y a des maisons qui sont plus enclines sur ce point-là. Et il a Soleil et Mars sont quand même en maison 8. Alors Mars en 8, il est dans sa maison, il prend de la force. Et Mars est au service de l'ego, et l'ego est au service de Mars. Alors on voit qu'il y a un trigone à Saturne, mais alors c'est un trigone dissocié. Et le trigone, il est séparant. Alors moi, ce trigone-là, il existe en termes d'orbe, mais les deux planètes sont dans des éléments qui ne sont pas compatibles. On a de la Terre et de l'air. Et puis on a un Saturne qui est en plus rétrograde. Vous voyez, donc c'est vraiment un trigone qui
qui est pas très, à mon avis, très fort. Il existe, comme je vous le dis, en termes d'orbe, mais je pense pas que, enfin tout au moins, il est pas... je pense qu'il n'est pas si fort que ça, ce Saturne, parce que un Saturne au trigone, Saturne en balance, si tel avait été le cas, il eût été dans son signe d'exaltation, et il aurait appuyé Soleil-Mars, aurait donné une constance. Alors que là, avec un Neptune en balance à l'ascendant, vous voyez, au sesquicarré de la conjonction Soleil-Mars, laquelle conjonction Soleil-Mars envoie un semi-carré à Vénus, maîtresse d'ascendant. Vous voyez, on a là l'aspect couperet, comme je vous le dis souvent, hein, un sesquicarré qui forme un carré relié par un semi-carré. Alors là, on a un aspect de très grande fragilité émotionnelle. On a là un aspect sur le plan psychologique qui donne quelqu'un de très impressionnable, en proie aux émotions, et qui, comment dirais-je, ça fait quand même intervenir Vénus, Neptune, le Soleil et Mars, et les valeurs de Mercure par les maîtrises, de la Lune par les maîtrises et de Vénus par les maîtrises, vous voyez. Et on a une Vénus qui est au carré de Neptune, laquelle est au carré de Soleil-Mars, au semi-carré, veuillez me pardonner, de Soleil-Mars. Donc cet aspect-là, très subtil, marque une très grande fragilité. C'est quelqu'un qui est en proie des émotions, Neptune, et puis là, au sesquicarré de Mars, bah, ça peut monter, ça peut donner quelqu'un qui peut piquer des colères, qui peut être très nerveux, qui peut se montrer même très agressif. Bref, ça marque indéniablement une instabilité psychologique, une instabilité intérieure. Alors on me rétorquera, à juste titre, que Mercure est en Taureau. Mercure est le maître de la conjonction Soleil-Mars, c'est vrai. Mais il est au sextile d'Uranus et il est au carré de la Lune. C'est un carré décroissant et appliquant. Donc là, ça marque aussi une instabilité. Certes, c'est en signe fixe, qui tend un petit peu à modérer cette instabilité, mais elle est quand même là, la Lune, qui est justement maîtresse de Vénus, d'Uranus et du milieu du ciel, laquelle Vénus est maîtresse de l'ascendant, vous me suivez, eh bien, ma foi, elle a une résonance très forte, car et Mercure, ça marque encore la Lune, vous savez. On dit « il » ou « elle est mal lunée ». Vous savez, cette expression est très juste. Hein. Là encore, en proie à des états d'âme, il ressort quand même une note extrêmement impressionnable et extrêmement fragile psychologiquement de ce thème. Pour moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux immédiatement. Alors, élément aussi qui est intéressant à noter, il coche les cases de tous les premiers ministres qui ont ponctué la vie de la Ve République. J'avais fait un très grand article, j'avais fait une étude là-dessus, je vais vous mettre le lien pour vous renvoyer à cette étude, et on trouvait des premiers ministres, voire des présidents de la République également, avec des Mars en maison 7 ou maître de la maison 7, et avec le cycle Jupiter-Neptune. Or là, M. Bayrou est né sous l'amorce, la formation du demi-cycle Jupiter-Neptune. Voyez, et il a également l'intercycle Jupiter-Uranus. Il a un carré Jupiter-Uranus. Alors ça, c'est intéressant. Parce que Jupiter-Neptune, c'est plutôt le cycle qui marque plutôt les valeurs de la gauche, et Jupiter-Uranus, ce sont les valeurs de la droite. Et il contient les deux. Les deux en aspect dissonant. Et ça montre bien sa position, vous savez, ni droite ni gauche, le centriste, il contient les deux cycles. Et ce Neptune a l'ascendant qui n'est pas une planète qui divise Neptune. Neptune, elle rassemble. C'est une planète de fusion, de rassemblement. Donc on voit qu'il y a cette tendance en lui qui est très marquée de tenter de rassembler les forces. Mais en avoir le désir et puis après en avoir les capacités et les épaules, c'est une autre histoire. Et on voit que c'est un thème quand même qui a une angularité neptunienne et une angularité vénusienne, vous voyez. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Bayrou, c'est pas un tueur, hein. Comment dirais-je, c'est certainement un homme qui est habité par des valeurs. Ça là-dessus, Neptune, ça peut... Neptune est une planète qui est liée aux émotions, à un fort idéalisme. Il est fort possible, en plus c'est un Neptune quand même en balance, au service des valeurs de Vénus, hein, on ne peut pas trouver position plus humaine que Neptune en balance tout de même, angulaire à son ascendant qui marque son moi profond, donc c'est certainement un homme qui est en proie à un idéalisme qu'il porte, mais cet idéalisme-là le rend très fragile et très instable. Neptune,
c'est le maître des poissons, ça bouge. Alors, ça donne une forme peut-être d'adaptabilité, mais Soleil-Mars, c'est plutôt une marque de rigidité. C'est une position plutôt de guerrier, vous voyez, mais ça se passe dans la 8. Alors, c'est comme si cette énergie-là, de temps en temps, elle se retournait contre lui. Vous voyez, cette énergie, cette combativité-là, en 8, pouvait être, en fin de compte, dans son parcours et dans sa vie en général, à double tranchant pour lui. Alors, on voit que il a une lune au fond du ciel, vous voyez, alors pour un politique, une lune au fond du ciel, ça marque l'intérêt pour la nation, la citoyenneté, voilà, c'est vrai qu'on voit cette présence-là. Il a une lune, bon, qui est au trigone de sa conjonction Soleil-Mars, ce qui vient un peu combler ce carré Mercure-Lune, tout de même, il a ça, donc peut-être est-ce quelqu'un qui a un grand sens de l'amitié, de la fraternité, de la camaraderie, c'est possible, avec l'ascendant Balance, en plus par Vénus qui est en Cancer sous la maîtrise de la Lune. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a quand même un certain sens de l'amitié et une certaine forme de fidélité dans ses rapports amicaux. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire, il faut quand même que vous ayez bien présent à l'esprit la différence sur le plan symbolique entre les planètes dans un thème individuel et sur le plan collectif. Ne faites pas de confusion. Alors c'est vrai que si vous ne pratiquez pas l'astrologie mondiale, vous n'avez pas les réflexes, je le comprends, mais je reçois des messages sur Pluton. Sans arrêt, Pluton, oui, mais Pluton c'est pas ça, vous comprenez, mais écoutez. Pluton en individuel et Pluton en collectif, ça n'a pas la même valeur symbolique. Mettez-vous ça dans la tête. En thème individuel, tout dépend l'état du Pluton natal et les aspects qu'il forme avec les autres planètes. Et la vie que vous avez, votre parcours, votre passé, votre histoire. Mais en collectif, Pluton, dans les périodes de crise, c'est la catastrophe, c'est la panade. Gardez ça présent à l'esprit et arrêtez de faire du yo-yo entre la symbolique individuelle et la symbolique collective. Là, je m'adresse à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages. Faites, s'il vous plaît, la distinction. En individuel, eh bien, c'est de l'individuel. Chacun va vivre Pluton et les transits de Pluton de manière différente. Mais reste que Pluton vous demande de mourir sur un plan pour passer à autre chose. Ça, on ne peut pas l'écarter. Donc, il contient des valeurs de Thanatos. Thanatos, à interpréter dans une acception large, il faut arrêter d'être frileux quand on parle de Pluton. Il faut le voir tel qu'il est pour effectivement le vivre au mieux. Voilà. Donc, collectivement, Pluton a une autre valeur. D'ailleurs, là, vous l'avez vu avec la guerre russo-ukrainienne. À chaque fois qu'il y a eu des dissonances, Mars, Pluton, il y a eu des accélérations de la guerre. Et actuellement, nous sommes sous une opposition Mars-Pluton. Bon. Climat général encore de guerre. Rien n'est encore réglé, même si on s'achemine progressivement vers la fin du conflit. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, mais elle a son importance. Et ça, c'est valable pour toutes les planètes. Uranus, en astrologie mondiale, marque les révolutions. Voilà. Puisque c'est une planète d'émancipation, une planète de liberté, une planète qui peut amener aussi une forme d'iconoclastie. On fait sauter tous les vieux schémas pour passer à autre chose d'autre. Voilà la valeur d'Uranus sur le plan mondial. Et vous déclinez Mars sur un plan mondial, c'est la guerre, l'agressivité, la colère qui gronde. Voilà la valeur. Jupiter symbolise le droit, les notables, l'autorité, etc. Voilà. Et la Lune symbolise le peuple. Retenez tout ça. Ça vous évite de faire des erreurs quand je fais des interprétations de thèmes sur un plan général. Ne le ramenez pas sur un plan individuel, s'il vous plaît. Et ce que je dis là, c'est un conseil que je vous donne dans votre travail d'interprétation. Hein, tout simplement. Ayez vraiment ce réflexe-là. Alors après, c'est un réflexe qu'on arrive à intégrer par la pratique, bien sûr. Alors je reviens à M. Bayrou. Alors c'est un Jupiter Bélier, hein, quand même, qui est au sextile, vous voyez, de la conjonction Soleil-Mars, au sextile de la Lune.
voyez, c'est quand même un Jupiter qui est quand même là, en bélier, donc un Jupiter sous la maîtrise de Mars, donc plutôt frondeur. On voit qu'il y a quand même une volonté de puissance chez M. Bayrou qui est indéniable. Hein, on a quand même ce sextile Soleil, Mars, Jupiter. Hein. C'est pas un sextile, ça marque de l'ambition chez lui, une volonté de puissance très très importante. Hein. Soleil, Mars, Jupiter, c'est pas des planètes de basse tonalité. On a envie de s'affirmer, on a envie d'être au premier plan. Hein. Même si le Soleil et Mars sont dans une maison plutôt ténébreuse, c'est la maison 8, hein, on a du mal à en sortir, c'est très compliqué, hein, surtout que le Soleil maîtrise Pluton, qui est en Lion, voyez-vous. Hein. Alors, le sextile à Neptune, c'est un aspect de génération, donc là, c'est vrai qu'il a un rapport avec l'ascendant, mais je dirais que je ne vais pas trop le compter, hein, tout au moins cet aspect-là. Alors, donc on voit un homme qui a une grande énergie intellectuelle, c'est indéniable, mais en même temps peut-être une problématique pour vraiment contrôler ses émotions, contrôler son impulsivité, contrôler également son désir. Le désir est très fort par Mars, mais attention, il est en proie aux émotions. Voilà, c'est quand même un thème, ça bouge, vous voyez. Au fond, il ressort de ce thème quelqu'un avec qui on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous voyez, ça tangue partout, ça tangue. Vénus Cancer, Neptune à l'ascendant, cette lune-là qui est au carré de Mercure, même si elle est très bien aspectée par ailleurs, le côté mutable double des Gémeaux, vous voyez, voilà ça. Voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, il a un encadrement, c'est vrai, un Uranus, Vénus, une Vénus qui culmine, maîtresse d'ascendant. Alors, la Vénus qui culmine, vraiment, là, c'est vrai que on l'aurait vu épouser une autre carrière que celle d'un politique. Quand même, leur Vénus, c'est vrai que c'est la planète sur le plan collectif de la vie sociale, la planète de la paix, la planète qui veut établir la concorde, l'harmonie. Et justement, ça rejoint bien, elle est au carré de Neptune, vous voyez, ça rejoint bien sa volonté de vouloir rassembler les partis pour éviter les scissions, les divisions. Indéniablement, il porte ça en lui. Mais Vénus, c'est vrai que c'est plutôt une planète qui tend à créer, donc à rassembler également avec Neptune. Alors cette Vénus carré Neptune, ça apporte certainement de grandes désillusions, des revers de fortune. Hein. Le rendez-vous avec le réel saturnien, là, bah, c'est autre chose. Attention. Donc il y a de temps en temps peut-être un manque de réalisme, un débordement chez lui qui fait que il va mettre à côté de la plaque. Il va un petit peu, avec Neptune, s'égarer, voilà, partir dans les sentiers de Neptune, lesquels vous mènent on ne sait où. Voilà, il y a quand même, là aussi, cette Vénus qui culmine, tout de même, c'est pas... Pour un politique, c'est pas vraiment la planète qu'il faut, vous voyez, c'est pas... Enfin, tout au moins, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, cette Vénus-Neptune, c'est des valeurs très pacifiques en réalité, vous voyez. Alors c'est là où il y a un grand paradoxe chez lui. Soleil-Mars, très fort désir, forte combativité, et Vénus-Neptune, c'est plutôt pacifique. Mais ça a du mal à se construire. Il y a une tension, vous voyez. Il y a indéniablement là, c'est sa ligne, c'est son point névralgique là. Hein. Vous voyez. Cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect, je vais pas dire qui résume l'homme, hein, mais qui parle beaucoup de ce qu'il est intérieurement et fondamentalement. Alors après, c'est Uranus qui est piqué en 9, alors il est en Cancer, Uranus en Cancer, c'est pas la meilleure des positions, le grand agitateur dans le signe de la famille, de l'affectivité, il est au carré de Jupiter, ce qui marque un carré exact, 7 degrés de part et d'autre. Bon, ça marque ses inclinations vers la droite, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Jupiter-Uranus, c'est aussi un côté quand même fortement individualiste, hein. Pas facile avec ça. Hein. C'est un peu le mythe de Prométhée. Hein. Jupiter-Uranus, on a Zeus là, et puis là on a Prométhée. Hein. Donc ça donne quelqu'un quand même qui a, quand même, là encore le grand paradoxe. Jupiter-Uranus, un côté très individualiste, et Neptune qui est plutôt collectiviste. Vous voyez, il est vraiment, et il y a partout, il y a des faisceaux de contradictions chez lui, et il va d'un pôle à l'autre. On va dire, j'oserais dire d'un extrême à l'autre, ça serait quand même exagéré, mais il y a un peu de ça. Vous voyez, il y a un petit peu de ça chez lui.
Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va bien voir comment il va mener sa barque en tant que Premier ministre. Alors, je vous dirais que de toute façon, il y a pas de... La situation est tellement compliquée que de toute façon, vous savez, hein, l'actuel poste de Premier ministre est devenu un siège éjectable. Hein. Alors, on voit que il a pris ses fonctions, on va poser, tenez, les transits. Tac, allô, hop là, on va désenlacer tout ça, tac, voilà. Alors, il a pris ses fonctions, c'était le 13, là on va revenir, on va mettre le jour exact, c'était le 13 décembre, hein, voilà. Alors, il a pris donc ses fonctions, comme vous le voyez, on va positionner la belle toile d'araignée, voilà. Voilà, alors il a un Jupiter évidemment qui était en 9, regardez, au trigone de Neptune, sextile Pluton, Jupiter-Neptune, il est né sous le demi-cycle natal, là il y a Jupiter qui était ici, Jupiter-Neptune ce qui recrée le cycle de la 5e République, il avait le trigone, un beau Jupiter qui est quand même en 9, il a surtout un aspect là qui est important, c'est que Pluton, que vous voyez ici, va progressivement, alors Pluton évidemment en transit, pardon, était au trigone de sa conjonction Soleil-Mars, qui est un aspect de pouvoir, hein, voilà, aspect fort, hein, de pouvoir, Soleil, Pluton, Mars, on est vraiment dans les planètes de pouvoir. Et puis on sait qu'il a fait des pieds et des mains pour avoir le poste, hein, parce que c'était pas lui qui était pressenti pour être Premier ministre, là aussi, son Soleil-Mars avec Pluton, ça a revé dans les brancards et il a posé un ultimatum à Macron. D'ailleurs, avoir mis Macron au pied du mur, lui avoir posé un ultimatum, vu le profil psychologique d'Emmanuel Macron, à mon avis, Bayrou a intérêt de se tenir à carreau parce que Macron, à mon avis, va pas l'oublier. Hein. Vu le profil psychologique d'Emmanuel Macron, à mon avis, il a intérêt de faire attention. Ça, c'est une petite remarque personnelle, mais Macron aime pas ça, hein, être mis au pied du mur. Pas du tout. Et là, il a quand même cédé, donc Bayrou a intérêt de se méfier. Alors, ce Pluton-là, il va avancer. Hein. Et l'année prochaine, à partir du mois de... Allez, on y va, vous voyez. Tac. Oui, à partir du mois de mars, il va commencer à avoir la conjonction de Pluton à sa lune natale. Pluton va au maximum à 3 degrés. Et il va être au trigone de sa conjonction Soleil-Mars. Alors là, on voit la tâche très difficile qui lui est impartie. Hein. Pluton étant sur le plan collectif, les amis, une planète de crise qu'il faut relever. Et un transit de Pluton sur la Lune, sur un plan personnel, c'est quand même un transit très, comment dirais-je, sensible. La Lune, c'est ce qui marque la vie instinctive, les sentiments. Hein. C'est l'astre le plus rapide, c'est le satellite de la Terre, 28 jours et demi pour faire le tour. Et la Lune va être visitée par Pluton, qui est la planète la plus lointaine, qui est sur la ceinture de Kuiper. Une planète très lointaine, on ne peut pas la voir à la lunette astronomique, et il va y avoir le transit de Pluton. Donc ça va le rendre, c'est un aspect quand même de grandes angoisses. Hein. Et il a quand même une conjonction Soleil-Mars en 8, j'ai oublié de vous dire, c'était un être qui était très tourmenté, et en proie certainement à des très grandes angoisses intérieures. D'ailleurs, il me revient en mémoire, sauf erreur, je pense qu'il avait été frappé de bégaiement quand il était jeune, il me semble. Hein. Et donc il a tout fait pour corriger ce problème donc d'élocution qui peut relever d'une conjonction Soleil-Mars en Gémeaux sous la maîtrise de Mercure. Et il avait fait en sorte, surtout que Mercure est conjoint à la cuspide de la maison 8, voyez-vous, il a donc accompli un très grand travail sur lui pour recouvrer une élocution normale. Alors là, Pluton Lune, c'est des grandes angoisses, l'inconscient va être très tourmenté, et sur le plan collectif, c'est la tâche qu'il va avoir. Alors, cet aspect-là, alors vous voyez que Pluton est le maître de la maison 2, il a Soleil-Mars en 8, c'est l'acte de la finance, on l'attend sur le budget. C'est pile synchrone au niveau de la symbolique, voyez-vous, hein. Un maître de 2 là, qui transite la Lune, vu sa fonction, on attend le vote du budget, on est en plein dedans. Alors, ce transit de Pluton sur sa Lune natale, là, la conjonction va durer 4 mois, puis après Pluton va revenir, et puis en 2026, il va passer définitivement sur la Lune.
dans le même temps où Uranus va transiter sa conjonction Soleil-Mars. Bon, mais c'est très difficile de savoir, là, comment dirais-je, un transit de Pluton sur la Lune pour un homme politique, ça peut être un transit de très forte impopularité. En même temps, vous voyez, je fais du en même temps, hein. Maintenant, quand on dit en même temps, on devient suspect. Cela peut aussi signifier qu'il peut être, lui, en tant que Premier ministre, peut-être confronté à des situations terribles. Ça peut être des émeutes en France, ça peut être aussi des actes terroristes. Pluton sur sa lune natale, la planète de la terreur, de la menace sourde dans l'ombre qui transite sa lune natale, qui est quand même maîtresse de son milieu du ciel, qui marque son destin, et maîtresse de Vénus, sa planète de maître d'ascendant, et d'Uranus qui marque les inattendus. Donc, ce transit-là, Pluton sur la Lune, marque vraiment ce qu'il risque de rencontrer. C'est pas un transit facile, c'est certainement pas un transit de confort. Hein. Oui, ça peut être des menaces sur le territoire français. Hein. Comme ça peut être aussi des mouvements sociaux terribles qui se lèvent. Et il va être obligé de gérer tout ça. Il est le Premier ministre et on voit la résonance de la Lune, maîtresse de son milieu du ciel. Donc, voilà, ça va pas être un transit de premier... Comment dirais-je? C'est un transit critique. Voilà, soyons clairs. Très, très critique. Ça marque la situation qu'il rencontre et qu'il a à gérer, bien sûr, mais attention. Alors, on voit que Saturne, là, est actuellement ici, là. Alors, attendez, je vais essayer de désenlacer parce que pas évident comme ça pour vous, que vous compreniez, voilà. Saturne est actuellement dans la maison 6. Bon, là, il va avancer dans les derniers degrés en 2025. Alors, il a été élu, évidemment, Saturne était au trigone de son Mars en 10. Vous voyez, il avait un transit de Mars en 10 qui était là-haut, piqué. Hein, vous voyez. Ce qui marque aussi le combat, vous voyez. Tenez. Mars qui était piqué là-haut, là. Vous voyez, l'affirmation qu'il a eue, le combat qu'il a mené, il a mis les poings sur les i, il a secoué le cocotier pour obtenir le poste de Premier ministre. Vous voyez, Mars culmine, la planète la plus haute au moment de sa nomination. Mais attention à ce que Mars ne se retourne pas contre lui. Hein. Alors, augurer de la durée de son mandat, c'est périlleux, parce qu'avec les aspects qu'il a un Uranus qui est en maison 8. Pour l'instant, cet Uranus-là ne fait pas grand aspect, hormis un semi-carré à lui-même, trigone à Saturne, voilà, bon. Là où cet Uranus va devenir vraiment, je dirais, opérationnel, c'est quand il va transiter sa conjonction Soleil-Mars, en 8. Là, ça peut être critique avec ça. Et ça sera plutôt en 2026. Uranus fait une petite entrée l'année prochaine durant 4 mois. Il va jusqu'à 1 degré du Gémeaux. Hein. C'est à la rentrée, vous verrez, durant 4 mois. Je me demande si c'est pas septembre, octobre, novembre, décembre ou un tout petit peu avant. Il fait une petite entrée l'année prochaine, mais très timide. Hein. Mais ça va être surtout le cap 2026 qui va être très très compliqué pour lui, enfin compliqué, qui risque de le mettre en lumière, mais peut-être pour des situations très 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 difficiles. Uranus sur la conjonction Soleil-Mars, bah attendez, on peut se l'autoriser, là on va sauter à 1 an, plus 1 an. Bon là vous voyez en mars, Uranus sera encore en taureau, mais on va avancer encore d'1 mois. Allons-y gaiement, roulez jeunesse comme dit l'autre. Hop, voilà. Vous voyez, en juillet 2026, le fameux juillet 2026, vous voyez, il aura un Uranus sur sa conjonction Soleil-Mars, avec un Pluton qui sera aligné sur la Lune au trigone. Là, il y aura même eu le transit de Mars un tout petit peu avant. Vous voyez, en termes de... On va reculer d'1 jour. Il y aura même eu une conjonction Uranus-Mars. Vous voyez, il y aura une conjonction Uranus-Mars qui va être aligné sur sa conjonction Soleil-Mars. Vous voyez, on est en juillet 2026, là, au trigone de son Pluton aligné. Là, attention, ça peut être un moment pour lui extrêmement critique. Hein. Il peut être dans une situation, Uranus-Mars, c'est un aspect de révolution, là, de soulèvement, au trigone d'un Mars sur la Lune natale. C'est en trigone, mais ça ne chasse pas les valeurs des planètes. Hein. Il aurait une situation à gérer. Bon.
on le voit mal à la tête d'un mouvement révolutionnaire, hein, M. Bayrou, hein, c'est clair. Donc c'est pas lui qui va... Mais attention, il pourrait subir, là, Uranus-Mars, c'est quelque chose de complètement imprévu. Là, on est dans un aspect de... C'est un aspect de... Uranus-Mars-Pluton relié, là, c'est un aspect de terrorisme, un aspect à haut risque. Et même pour lui, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vous voyez, en admettant qu'il soit encore en exercice à ce moment-là, la tâche ne va pas être facile. Ça peut être le moment aussi, il peut lui prendre l'idée, évidemment, de vouloir se présenter à l'élection présidentielle, hein, pourquoi pas. Hein. Uranus-Mars qui va complètement amplifier sa conjonction Soleil-Mars. Alors là, on est dans un aspect, passez-moi la formulation, un aspect pète-plomb. Hein, on y va. Surtout que ça se mettra au sextile de son Jupiter. Vous voyez l'aspect, hein, tout de même. Donc, ça va mettre en vibration son Neptune natal, qui est la planète des émotions, en même temps celle qui va amplifier son idéalisme et son ambition. Je vous amène loin, hein, je vous amène en juillet 2026, donc on va revenir à un présent, là, on va revenir là, le 15 décembre 2024, vous voyez les 8h40 là, au ciel d'aujourd'hui, voilà. Donc, M. Bayrou est notre actuel président. Alors, l'année prochaine, quand même au mois de juin, Jupiter va rentrer en Cancer. On va l'isoler. Allez, on va le faire avancer, le petit pépère, là. Allez, Jupiter, voilà. Donc, vous voyez, en juin, il arrive en Cancer et il va très, très vite filer. Vous voyez, il va passer sur son Uranus natal et il va aller très, très vite également sur l'EMC. Vous voyez, il va s'aligner sur son milieu du ciel en août 2025. Vous voyez, l'année prochaine, il y aura un transit de Jupiter, là, en 10. Donc, là aussi, au niveau exercice, fonction, autorité, Mars va transiter à ce moment-là son ascendant. Donc, il aura, à un moment donné, le carré Jupiter-Mars. Voilà, vous voyez, à ce moment-là. On va même aller jusque le transit de Mars sur son Neptune. Voilà. Vous voyez, là, il aura un Jupiter-Mars, conjonction Mars-Neptune au carré d'un Jupiter culminant. Donc là, semi-carré, sa conjonction Soleil-Mars avec un Uranus qui va commencer à faire une conjonction. Hein. Donc, on voit qu'il va avoir fort à faire. Alors, il peut faire preuve d'une autorité aussi implacable. Hein. Attention, avec ce transit de Pluton sur la Lune, ce qui peut lui amener une grande impopularité. Hein. Il faudra, en fin de compte, surveiller tous les transits de la Lune, puisqu'il va avoir un transit de Pluton sur sa Lune natale, surveiller tous les transits de la Lune qui vont toucher ce transit Pluton-Lune. Là, vous voyez, il y aura une conjonction, par exemple, là, en termes d'heures, là, vous voyez, 27 à 1 degré, là. Enfin, il y a 4 degrés d'orbe, ça fait 8 heures. 8 heures plus tard, il y aura une conjonction Lune-Pluton qui va s'aligner sur sa Lune natale. Regardez tous les transits lunaires qui vont être, à mon avis, significatifs. Pourquoi? Parce que la Lune est maîtresse de son milieu du ciel, maîtresse de la planète ascendant. Donc, et par exaltation, maîtresse du Mercure en Taureau. Surveillez tous les transits de la Lune parce que, vu la nature très impressionnable, hyper émotive de l'homme, il est forcément sensible au cycle lunaire. Donc, il faudra les surveiller. Et surtout, une Lune qui est visitée par Pluton. D'un moment, quand même... Alors, souhaitons-lui qu'il n'ait pas des problèmes non plus d'ordre personnel, affectif, familiaux avec ce transit de Pluton sur la Lune. Ça peut... Faut pas oublier qu'au départ, le thème est avant tout individuel. Donc, souhaitons pour lui qu'il n'ait pas des événements difficiles dans sa propre vie qui puissent l'affecter et apporter de l'ombrage à l'exercice de sa fonction. Ça peut jouer aussi sur ce plan-là. Hein. Voilà. Écoutez, les amis, je vais arrêter ici ce bavardage sur Monsieur François Bayrou. Hein. Comme d'habitude, on va lui souhaiter bonne chance. Hein, on va pas lui scier la branche sur laquelle il est en train de s'asseoir. Hein. Il y a assez des plateaux télé pour ça. Hein. Ils sont extraordinaires, les commentateurs des plateaux télé, vous savez. Je me demande pourquoi ils ne se présentent pas. Ils ont tous des solutions. Vous les entendez parler, ils ont une candeur, moi, qui me désarme. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Ils sont extraordinaires. J'avoue qu'ils m'épatent. Il y en a certains qui se trompent sans arrêt dans leurs pronostics.
mais sans arrêt, hein. Ils enfilent les perles et on les réinvite en permanence. On vit une époque formidable. J'avoue que ça m'effare. Et là, il est à peine élu qu'on a déjà commencé à le flinguer, hein. Voilà. Bon, c'est le monde actuel, c'est comme ça. Il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à dire, c'est leur job. Hein, vous me direz, ils sont payés pour ça, voilà, bon. Bref. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur monsieur François Bayrou. Vous voyez là, je vous en ai parlé de l'axe de 8, hein, Pluton maître de 2 qui marque les finances, Pluton qui marque la plutocratie aussi, arrive sur sa lune natale. Donc on voit la tâche qu'il va avoir. Là aussi, il va peut-être prendre des mesures qui vont pas être du goût de tout le monde, hein. Nous verrons bien. Va-t-il mettre des ministres de gauche dans son gouvernement? On va voir, parce qu'il est capable avec ses valeurs de rassemblement, lui, hein, comme il contient les deux cycles. Va-t-il mettre des candidats, des personnalités de gauche dans son gouvernement? On va bien voir, il en est capable, hein, avec la structure qu'il a, il est tout à fait capable de le faire. Alors après, tout dépend qui il va nommer, hein. C'est sûr que s'il nommait Xavier Bertrand avec Marine Le Pen, alors là, il y aura une motion de censure tout de suite. Ce sont les deux ennemis déclarés, hein, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Donc, imaginez qu'ils mettent Bertrand quelque part à un poste. Alors là, il est tout de suite barré, hein. Là, il est tranquille. Là, il fait un aller-retour. Il fait un aller-retour à Matignon. Enfin bon, bref, ça c'est la vie politique. Bon, bah écoutez les amis, je vais arrêter là ce bavardage céleste. Je vous souhaite un beau dimanche. Faites que ce dimanche soit agréable. Et puis, je vous souhaite une belle semaine à venir. Et puis, si je ne vous reparle pas d'ici là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Partagez-la, abonnez-vous à mon site internet. Je vais vous mettre le lien qui va vous renvoyer à l'étude des chefs d'État, premiers ministres, hein, marqués par le cycle Jupiter-Neptune et Mars présent en maison 7 ou maître de la maison 7. C'est vraiment extrêmement troublant, vous verrez, c'est très très intéressant. Enfin, excusez-moi, je suis très prétentieux de dire ça, mais je veux dire, il est très intéressant de noter la récurrence du cycle Jupiter-Neptune et la maîtrise de Mars en secteur 7 chez tous les présidents et même premiers ministres. Vous verrez cette récurrence. Et lui répond également à ces critères. Alors ça n'augure pas de la qualité de l'exercice, bien entendu. Je pense que vous m'aurez compris. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je pense que je vous ai tout dit, hein, l'abonnement, le pouce, voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.